Depuis la Révolution française, la France, en l'espace de 2 siècles, a connu 14 régimes. La monarchie constitutionnelle de la fin de l'Ancien Régime, la Première République, le Premier Empire, la Première Restauration, les 100 jours, la Seconde Restauration, la monarchie de Juillet, la Seconde République, l'Empire, la Troisième République, l'État français, le gouvernement provisoire, la Quatrième et la Cinquième République. 14 régimes en l'espace d'un peu plus de 2 siècles. Et pour bien mesurer, d'ailleurs, je dirais, la gravité de ce que nous avons eu à vivre, je vous donne un autre exemple. Entre le 5e siècle et 1791, soit environ 13 siècles, eh bien, pendant 13 siècles, la France n'a connu qu'un seul régime, la monarchie. Et on peut vérifier donc à cet état exemplaire qu'il y a donc quelque chose qui ne colle pas au moins depuis 2 siècles. Bonjour à tous, nous sommes encore réunis pour une très belle émission. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Bernard Kamba. Monsieur Bernard Kamba est professeur de droit à Toulouse et à l'ICES. Bonsoir Monsieur Kamba. Bonsoir jeune homme. Je trépigne malheureusement avant de rentrer dans un sujet, le sujet de la Ve République. Je vois un ballon au-dessus de vous, un très beau ballon, comme on en voit insuffisamment. Donc pourriez-vous peut-être m'en parler un petit peu ? Eh bien, écoutez, c'est une passion personnelle. Il s'est trouvé que jeune garçon, j'ai joué au rugby. J'ai joué une saison en particulier au Stade Ossès Tarbé. Et mon cœur a toujours été orienté vers ce stade qui se trouve au pied des Pyrénées, qui s'appelle le stade Maurice Trélu, et qui est considéré d'ailleurs comme l'un des plus beaux stades de France, tout simplement parce qu'on voit le pic du Midi du centre du terrain. Et donc, cette passion pour le rugby m'a conduit à soutenir cette équipe depuis de très longues années. Et je parcours pratiquement tous les 15 jours, je parcours 300 km pour aller supporter mon équipe à domicile. Après un peu de poésie fraternelle pour un sport exceptionnel, nous vous recevons pour parler de la Ve République qui semble être un petit peu dans un tumulte. Et je vous laisse la parole et je remercie aux auditeurs de leur présence. Alors, je vous remercie de votre invitation. Je salue tous les auditeurs, les spectateurs de votre chaîne. Le sujet qui m'a été imparti, en vérité, couvre deux sujets qui sont complémentaires, puisque la première fois que j'ai été sollicité, on m'a demandé de parler de la crise sous la Ve République, et puis ensuite on m'a demandé de parler de la crise politique en France. À vrai dire, les deux sujets se rejoignent, puisque la crise politique que connaît la France sous la Ve République, et en particulier en 2023, eh bien, s'inscrit évidemment dans l'histoire des crises politiques que la France peut traverser depuis plusieurs décennies. À la vérité, pour porter une appréciation sur, je dirais, cette séquence de la Ve République, qui est une séquence qui a une certaine durée, puisque c'est une durée de plus de 60 ans, en vérité, pour comprendre à la fois la genèse de cette crise que nous connaissons et que nous percevons aujourd'hui, de pouvoir en mesurer la nature et éventuellement de pouvoir porter une appréciation sur la portée de cette crise. En vérité, il va falloir revisiter sans doute le facteur temps, c'est-à-dire que ne pas s'en tenir seulement aux 6 décennies de la Ve République, parce que la crise que connaît la France est une crise qui a des soubassements probablement et certainement, de mon point de vue en tout cas, antérieurs au début de la Ve République. Les historiens, en tout cas les jeunes historiens de l'ICES que j'ai eu l'occasion et que j'ai l'occasion de suivre, et qui sont sans doute nombreux ce soir, savent que l'histoire, eh bien, pour en mesurer exactement
le déroulement et les étapes, en fait, doit être apprécié dans ce que l'on appelle la longue durée, c'est-à-dire de pouvoir prendre assez de recul par rapport à un événement pour essayer de le contextualiser et essayer d'en déterminer en effet les données. C'est vrai que la France a une particularité dans le monde, en Occident, mais dans le monde en particulier, et cela on n'en est pas toujours conscient, c'est qu'en fait c'est un véritable laboratoire de crise de régime politique. Je vous donne juste cet exemple pour que vous en mesuriez l'importance. Depuis la Révolution française, la France, en l'espace de 2 siècles, a connu 14 régimes. La monarchie constitutionnelle de la fin de l'Ancien Régime, la Première République, le Premier Empire, la Première Restauration, les 100 jours, la Seconde Restauration, la monarchie de Juillet, la Seconde République, l'Empire, la Troisième République, l'État français, le gouvernement provisoire, la Quatrième et la Cinquième République. 14 régimes en l'espace d'un peu plus de 2 siècles. Et pour bien mesurer d'ailleurs, je dirais, la gravité de ce que nous avons eu à vivre, je vous donne un autre exemple. Entre le 5e siècle et 1791, soit environ 13 siècles, eh bien, pendant 13 siècles, la France n'a connu qu'un seul régime, la monarchie. Et on peut vérifier donc à cet état exemplaire qu'il y a donc quelque chose qui ne colle pas au moins depuis 2 siècles. Pour essayer de comprendre quelle est la profondeur de cette crise que nous connaissons aujourd'hui, je m'autoriserai une comparaison par rapport à la sédimentation des terrains. Un terrain est toujours sédimenté en plusieurs couches. Et on peut imaginer dans ce phénomène des crises historiques que la France a connues, eh bien on peut imaginer un terrain qui a été sédimenté en plusieurs couches, des couches supérieures et des couches inférieures. Mais il y a une chose qui est intéressante dans l'étude de cette histoire, c'est que parmi les couches les plus inférieures, ce sont là précisément les couches des crises qui expliquent les couches qui vont s'accumuler au fil des temps. Je veux dire par là que si on veut évoquer la crise des institutions en France, parce que la crise des institutions et du système politique n'est que la partie visible d'un phénomène de crise qui est un phénomène pluriel, parce que c'est une crise sociale, c'est une crise culturelle, c'est une crise religieuse, c'est une crise anthropologique, c'est une crise, y compris de la conscience européenne, et donc il y a différentes couches. Ce qui est certain, c'est que la crise politique, c'est celle que nous voyons, c'est celle qui nous interroge aujourd'hui sur les institutions. Mais ce n'est pas, je dirais, cette couche dans la sédimentation de la pluralité de ces crises qui est la plus importante. Ceci dit, c'est celle qui nous interpelle aujourd'hui. Est-ce que finalement, il faut un président élu au suffrage universel ou est-ce qu'il faut un président élu au second suffrage par les assemblées? C'est une question qui a nourri la réflexion du général de Gaulle. Lui avait tranché en faveur de l'élection au suffrage universel, mais c'est aussi la question également de la représentation parlementaire. Est-ce qu'il faut 1, 2 assemblées? Est-ce que le Sénat a véritablement un rôle utile? Une autre question qui peut être même pleine de provocation, est-ce qu'il faut un suffrage universel, c'est-à-dire ouvert à tous? Ce qui est, semble-t-il, la règle aujourd'hui, mais je vous invite à réfléchir aussi sur le fait que ce n'est pas tout à fait un suffrage universel, car on s'est rendu compte que, au moins depuis la crise du Covid, qu'il y a aussi une assemblée qui n'est pas prévue, mais qui a été instituée par le président Macron, c'est l'Assemblée des experts. C'est-à-dire qu'on a réintroduit sous une forme tout à fait nouvelle une sorte de régime censitaire qui voudrait que quelques-uns, mais pas tous, puissent décider du sort des autres. Et comme le régime censitaire était réservé à une élite, eh bien, on suppose que le président Macron a institué une nouvelle élite qui est chargée de nous dire ce que nous avons à faire. Tout cela est une indication de cette crise
qui est évidemment, je le répète, une crise identitaire, mais il y a dans ces, je dirais, ces couches prédominantes de ce terrain de crise, il y a des couches qui sont fondamentales, c'est-à-dire des couches qui se situent au point de départ de la crise, que nous pouvons d'ailleurs historiquement acter, dater également, et qui sont fondamentales dans la compréhension de la crise que nous vivons aujourd'hui, car il faut bien comprendre que la crise politique ou la crise économique, la crise sociale, celle que nous vivons au jour le jour, de toute manière, n'est que la conséquence d'une double crise qui s'est déroulée au cours, je dirais, des 2 siècles derniers. C'est d'abord une crise qui est d'ordre philosophique et une crise qui s'est accompagnée, je dirais, d'une transformation des sentiments religieux et qui donne lieu aujourd'hui, nous pouvons le vérifier également, à une crise religieuse. Et ces 2 crises sont les 2 crises fondatrices, en fait, des difficultés que la France peut éprouver, d'abord, je dirais, à l'intérieur même de son être, c'est-à-dire de l'entité des citoyens français, mais c'est également une crise, je dirais, ad extra, c'est-à-dire dans le statut que la France peut avoir au niveau international et qui explique en grande partie le fait que toutes ces crises que nous vivons ne sont pas uniquement une crise de type hexagonal, c'est une crise qui s'est déplacée dans un autre champ, qui est un champ spatial qui concerne le continent européen, mais qui concerne également tous les continents. La guerre en Ukraine n'étant que la révélation de ce que l'Europe est véritablement en guerre, même si on veut utiliser d'autres termes pour désigner ce conflit. Mais il est clair que la crise en France n'est que le reflet d'une crise qui est beaucoup plus grande. J'ai donc explicité, je dirais, le cadre général de cette crise d'ordre politique, mais je voudrais en donner des détails précis. Parce que la crise qui est de nature philosophique et de nature religieuse, ce sont là 2 faits qui en fait déterminent toutes les autres crises. Cette crise philosophique, c'est une crise qui affecte depuis pratiquement 2 siècles la conscience, l'esprit, en tout cas, je dirais, l'idée que nous nous faisons de la place de l'homme dans la société. C'est une crise qui touche directement ce que saint Thomas d'Aquin, mais bien d'autres avant lui, avaient, je dirais, cité le terme, c'est-à-dire la loi naturelle. C'est-à-dire que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est le paradigme de cette loi naturelle qui avait été reçue anciennement dans les sociétés antiques comme une réalité et qui avait été modélisée par toute une école, je dirais, de philosophes que nous connaissons, que nous avons croisés dans nos études secondaires ou supérieures, qu'il s'agisse de Platon, d'Aristote, de Cicéron, de saint Thomas d'Aquin. Mais j'ai envie de dire, je dirais, c'est un paradigme, la loi naturelle est un paradigme qui a été encore évoqué dans, je dirais, la cité contemporaine, notamment sous la plume de ce grand philosophe de la fin du XXe siècle, qu'est Michel Villet, qui a été professeur de droit à l'université de la Sorbonne. Et cette question-là, elle est importante parce que, au moins jusqu'à la Révolution française, la loi naturelle, c'est ce qui a permis de définir dans la structuration des mentalités, c'est ce qui a permis de déterminer la finalité de l'objet politique, c'est-à-dire le juste. Essayer d'établir le juste et la justice parmi les membres de la cité. Et cela, j'ajouterai, en fonction de fins naturelles de l'homme, c'est-à-dire dans le but de son excellence, de sa perfection, mais pas uniquement, et surtout pas en fonction, je dirais, d'une utilité ou de l'utilitarisme que nous pourrions retirer de l'exploitation de l'homme. Et il est très clair que cette conceptualisation de la loi naturelle,
elle nous renvoie aussi à cette idée que s'il existe dans la cité une loi naturelle, c'est donc que cette loi de la nature, elle est déterminée. C'est une loi qui s'impose par la nature propre de la chose, et cette loi naturelle, elle a été, je dirais, un paradigme qui a été reçu par, je dirais, des générations de civilisations, la civilisation grecque, la civilisation égyptienne, la civilisation romaine, la civilisation médiévale, la civilisation de la Renaissance. Bref, il s'agit là d'un paradigme qui a été reçu et qui fait qu'il est des choses qui sont admises et qui ne dépendent pas de notre nature. Le fait de prendre un stylo et de le laisser simplement tomber, c'est une règle naturelle, qui appartient à la loi de la pesanteur que je ne peux pas modifier. Le fait de dormir la nuit est un fait qui est naturel, il est beaucoup plus naturel de dormir la nuit que de dormir le jour. Ce sont là des faits qui ont été l'objet d'une contestation dans la société occidentale. Nous sommes en mesure de l'acter à peu près, j'ai envie de dire, à partir du XIIe, XIIIe siècle. Et puis, cette contestation de cet ordre naturel a pris une certaine ampleur, mais tout en étant évidemment contesté, cet ordre naturel n'est pas parvenu à s'imposer, au moins jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et on va observer à la fin du XVIIIe siècle une modification qui va être déterminante dans le sort de la cité en général. Et quand je dis de la cité en général, c'est de l'univers tout entier. Car ce qui va être déterminant, c'est effectivement le fait de la Révolution française qui va modifier et déplacer le paradigme, puisque l'ordre naturel qui se situait au sommet va être écarté pour laisser place à un nouvel ordre qui est celui de l'homme. Et la prééminence de l'intérêt humain, la prééminence de la voie humaine, la prééminence de l'utilitarisme humain, eh bien, va prédominer dans l'ordre des choses. Et c'est cette caractérisation de l'anthropologie politique qui, en fait, va déterminer, je dirais, la déclinaison de tout ce qui va se passer à partir de 1789. En quoi, d'ailleurs, l'effacement de la loi naturelle va-t-il avoir son importance? C'est qu'en fait, nous allons observer que la loi naturelle va se transformer en quelque sorte dans une loi du désir ou du besoin. Également, ce qui va être changeant, c'est que les devoirs vont être transformés notamment en droits, d'où l'exaltation à laquelle nous allons assister avec les droits de l'homme et les déclarations des droits de l'homme. Et puis surtout, ce qui est important dans, je dirais, la nature même de l'homme, parce que nous avons assisté aussi à une transformation de l'homme à la fin du XVIIIe siècle et à partir du XIXe siècle, c'est le fait que la politique n'a plus vocation à promouvoir la vertu. La politique a désormais pour objet d'assurer la satisfaction des besoins primordiaux et en particulier de la liberté de l'homme. Et de fait, nous voyons que petit à petit, ce droit naturel, cet ordre naturel, qui intègre en même temps cette dimension de l'ordre divin, pour ceux qui croient en tout cas, mais même si on ne croit pas à l'ordre divin, on peut reconnaître aussi l'existence d'un ordre de la nature, ça c'est possible. Mais là où la transformation est la plus bouleversante, c'est que, en fait, c'est l'ordre naturel tout entier qui va être écarté du paradigme de la vie politique. Et c'est tellement vrai que concrètement, le droit naturel eh bien, a même été écarté de l'enseignement dans les universités. Dans tous les programmes des universités européennes, il y a eu une période, notamment au XXe siècle, où la philosophie du droit naturel a été carrément écartée. Il y a eu, je signale quand même qu'entre la Révolution française et aujourd'hui, il y a eu des défenseurs de l'ordre naturel.
Mais de toute manière, dans l'exercice de la politique, cette dimension de l'ordre naturel a été complètement effacée. En France, il y a eu, je dirais, une radicalisation du processus d'effacement, et cet effacement, je dirais, dans l'expression de la vie politique, eh bien, s'est exprimé notamment sur le terrain constitutionnel, dans la rédaction même des constitutions, avec l'effacement de la loi naturelle, l'effacement du rapport à la religion, l'effacement du rapport même au sentiment religieux, ce qui est une strate même seconde par rapport à la reconnaissance de la religion en général. Et finalement, cette relation avec l'ordre naturel va avoir des conséquences importantes, notamment dans l'évolution des mœurs, et notamment d'un domaine qui est quand même, je dirais, sensible pour la nature humaine, c'est-à-dire le droit à la vie. Et donc, en écartant ce référentiel à l'ordre naturel, eh bien, c'est une partie, je dirais, de notre humanité qui a été effacée. Et ce processus de mécanisation qui a consisté à effacer cet ordre naturel, et donc la réalité que l'ordre a été conçu sur un homme et sur une femme, cet ordre-là, effectivement, a transformé l'homme et la femme qui étaient des personnes dans des choses, puisque désormais, ce n'est pas la préservation des personnes en elles-mêmes qui compte, c'est l'utilitarisme que l'on peut retirer de la personne, ce qui explique parfaitement, je dirais, le processus dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que si la personne, et je prends cet exemple parce qu'il est vraiment d'actualité, mais si la personne présente un coût pour la société au nom de l'utilitarisme économique, eh bien cette personne devra être éliminée. Et donc cela peut justifier en effet la problématique qui a été posée au titre de l'euthanasie, c'est-à-dire de l'élimination des êtres les plus faibles. Et cette dimension-là, c'est une dimension qui est prédominante, j'ai envie de dire, dans la conceptualisation de la politique en général. Ce n'est pas la peine de faire de grands schémas électoraux, de faire des programmes politiques, de faire des chantiers de restauration économique ou même de réforme sociale. Ce qui compte au point de départ, c'est de savoir ce que vous écrivez au titre de l'harmonie entre les hommes à l'intérieur même de la cité. Et à partir du moment où vous posez les jalons de cette harmonie, vous devez clairement déterminer si vous vous référez à un système où l'anarchie humaine prendra le mode opératoire de la vie sociale, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui décideront exclusivement, et dans ce cas-là, vous vous situez dans un champ qui est essentiellement horizontal, ou bien vous vous autorisez le droit de faire avancer la société humaine tout en considérant qu'il y a des données d'ordre naturel, en particulier, je prends toujours cet exemple de l'euthanasie, en particulier ce droit à la dignité qui doit être reconnu à tous, qu'ils soient handicapés ou qu'ils ne soient pas handicapés, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, qu'ils soient minces ou qu'ils soient gros, chacun a sa dignité. Et là, ce regard que vous portez alors sur la personne elle-même, sur l'être humain, n'est plus un regard qui concerne seulement la décision que des hommes peuvent prendre, non, c'est un regard qui devient vertical, parce qu'en fait, le respect de la dignité de la personne, c'est parce que vous vous interdisez, au nom d'un certain ordre de la création, de porter atteinte à la personne, tout simplement parce que vous considérez que la vie ne vous appartient pas complètement. Et cet ordre du monde, il faut reconnaître, cette conceptualisation de l'ordre naturel, eh bien, a souffert de la Révolution française parce que c'est à partir de la Révolution française que cette dimension de la loi naturelle a été effacée. On pourra évidemment garder un regard optimiste aussi sur, je dirais, les développements contemporains de la science, en considérant que, bien évidemment, les progrès de la science ont contribué aussi au bien-être. Mais il s'agit de savoir dans quel but ces progrès
sont ordonnés, et est-ce que ces progrès sont ordonnés à la protection de la personne ou à l'utilisation que l'on peut tirer du progrès pour sa propre satisfaction? C'est un problème qui est d'ordre philosophique, et ce problème d'ordre philosophique, il est le point de départ de la réflexion politique. Parce que faire de la politique, c'est le fait de chacun d'entre nous, mais faire de la politique, c'est aussi la faculté de pouvoir modifier le sort des hommes. Et faire de la politique, c'est de déterminer si l'on fait de la politique avec pour objectif le bien commun, ou si vous décidez de faire de la politique pour le bien particulier de chacun. Et évidemment, c'est toujours la loi du plus fort qui l'emportera dans ce dernier cas. Et il est une évidence historique, c'est que jusqu'au moment de la Révolution française, on peut dire qu'il y a eu une prévalence du bien commun, et je pense que ce n'est pas étranger au fait que la France n'a connu qu'un seul régime entre le 5e siècle et le 18e siècle. C'est-à-dire que cette optimisation et cette appropriation du bien commun a été le fait de la génération de tous ces peuples qui se sont succédés sur la terre occidentale et sur la terre de France, et que, je dirais, l'objectivation de ce bien commun a été reçue par tous ceux qui nous ont commandés, et sans doute, et certainement parce que l'ordre dans lequel il se situait, l'ordre politique en tout cas, était un ordre qui était déterminé par le fait que ceux qui ont dirigé la France ont considéré qu'il y avait des valeurs supérieures, je dirais, à leur propre souveraineté. Et ces valeurs supérieures, elles ont été aussi une limite et un interdit qui leur a évité aussi de, je dirais, les déviances que peuvent entraîner les exercices divers du pouvoir. En d'autres termes, aujourd'hui, nous assistons, dans cette crise de la conscience, à une opposition entre, je dirais, deux philosophies. La philosophie dominante, c'est la philosophie que nous appelons le positivisme. Positivisme juridique, positivisme politique. Le mot d'ailleurs est assez impropre parce que positivisme renvoie, je dirais, le substantif renvoie à un qualificatif qui n'est pas négatif, positivisme. En vérité, nous parlons de positivisme parce que le terme vient du latin positio qui veut dire par l'intermédiaire d'eux. Et le positivisme désigne le système par lequel il y a une intervention permanente qui décide de tout, c'est l'homme. Et le positivisme politique, c'est le fait que les hommes ne décident que par eux-mêmes. Et ils décident de tout sans référentiel à des lois supérieures. Alors on a pu donner des noms très variables. On parle de contractualisme politique, faisant référence au contrat social de Rousseau. On parle de constructivisme politique ou juridique. On parle même de conventionnalisme pour bien montrer que le rapport dans la société politique, c'est un rapport de type contractuel. Mais nous, catholiques, nous pensons que le rapport politique qui doit exister ne peut exister que parce qu'il y a un ordre supérieur. Et je dirais, l'existence de cet ordre, eh bien, montre qu'aujourd'hui, il y a un conflit entre deux modèles. Le modèle positiviste, contractualiste, qui est partagé par toute la classe politique française, et puis le modèle qui est un modèle hiérarchisé, qui est un modèle transcendantal, qui fait que nous admettons qu'il y a une loi de la nature. On n'est pas obligé de croire en Dieu pour penser qu'il y a cet ordre supérieur. Michel Onfray ne croit pas en Dieu, mais il admet qu'il existe un ordre naturel. Et à l'inverse, vous avez d'autres philosophes qui admettent non seulement l'existence de cette loi naturelle, mais exactement cet ordre divin qui est à l'origine du monde. En tout cas, cette modélisation des systèmes philosophiques, c'est ce qui détermine tout l'exercice de la politique dans l'action aujourd'hui. Concrètement, Emmanuel Macron est un positiviste. Éric Ciotti est un positiviste.
Marine Le Pen est positiviste. Je ne suis pas en mesure peut-être de vous citer un homme public majeur, peut-être à l'exception du président du mouvement VIA, Poisson, parce que lui a toujours axé son engagement public sur l'existence de cet ordre naturel. Et cela modifie tout. Cela modifie l'ordre social, l'ordre économique, l'ordre international. Et d'ailleurs, cet ordre international, je vous en dirai quelques mots, parce que la crise en Ukraine n'est que le reflet de ce que je suis en train de vous dire à présent. Je ne m'étendrai pas davantage sur, je dirais, cette première couche qui explicative, je dirais, de ce terrain de crise, mais c'est une couche qui est majeure. On ne peut pas comprendre le désordre du monde sans comprendre qu'à l'origine, il y a d'abord un désordre qui est philosophique. Mais il y a aussi une deuxième couche supérieure qui, je dirais, se croise parfaitement avec, je dirais, cette couche de crise philosophique, c'est la crise religieuse. Parce que la crise religieuse est en fait le miroir de la crise qui affecte le rapport de la terre, de la nature avec la surnature. Et donc cette crise est évocatrice, en tout cas, de l'effondrement des sentiments religieux dans notre pays en particulier. Et je ne vais pas refaire l'histoire religieuse de la France parce qu'elle a bien été appelée par des souverains pontifes fille aînée de l'Église. Certes, fille aînée, mais elle porte aussi un autre titre plus dramatique de mère de la Révolution. Parce que c'est bien la Révolution française qui a bouleversé le paradigme philosophique, mais qui a bouleversé également le paradigme religieux. Il y a 5 ans, un livre a été publié par un de mes collègues qui est professeur à l'université du Panthéon et de la Sorbonne, Guillaume Cuchet, et qui a écrit un livre dont le titre était « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». Alors ce livre était très intéressant parce qu'il a fait une étude contemporaine sur la crise de la foi en France en particulier. Je ne suis pas d'accord complètement avec son analyse, mais je vais quand même l'exposer parce qu'elle est très intéressante et en tout cas, les bases de travail qui sont déterminées par une enquête de terrain dont il a été lui-même le témoin et l'acteur, eh bien, cette méthode de travail est très intéressante. Son avis général, c'est qu'il considère que l'élément majeur de la crise religieuse est la mise en œuvre du Concile Vatican II en 1962. Je précise d'emblée que ce paradigme-là, je ne le reçois pas en tant qu'historien, mais je vous dirai, de mon point de vue, quelle est ma position par rapport à la généalogie de cette crise. Ce qui est intéressant dans le livre qu'il a écrit, c'est qu'il attribue cette crise à 2 phénomènes majeurs. Le premier, c'est l'effondrement de la pratique religieuse, en particulier de la pratique dominicale, et le deuxième élément qu'il a mis en valeur, c'est l'effondrement de la pratique du sacrement de pénitence. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a effectivement une corrélation directe entre, d'une part, la détermination de l'objet de la faute que le chrétien peut avouer et le fait qu'il ne va plus pratiquer simplement parce qu'il n'a pas été, je dirais, moralement, intimement, intérieurement relevé de cette faute. L'analyse est très intéressante parce qu'elle s'appuie, en effet, sur un sondage qu'il a mené lui-même, qui d'ailleurs est très intéressant parce que la technique de l'enquête de terrain qu'il a livrée est un modèle de recherche historique qui a été inauguré après-guerre, notamment par un personnage qui est tout à fait exceptionnel et qui était juriste d'ailleurs, qui a été doyen de la faculté de droit, qui s'appelait Gabriel Lebras. Et Gabriel Lebras avait engagé une série d'études qu'on a appris à appeler sous la qualification de sociologie religieuse. Et il avait commencé une étude de terrain, notamment dans les paroisses parisiennes. Cette étude de terrain a été prolongée par
une autre autorité scientifique des années 50 qui s'appelait le chanoine Boulard. Et le chanoine Boulard a mené toute une série d'études dans le nord de la France sur la pratique religieuse. Là où il faut nuancer le jugement de Guillaume Cuchet sur l'effondrement du sentiment religieux, c'est que Gabriel Lebras et le chanoine Boulard avaient déjà relevé un effondrement de la pratique religieuse. Mon avis personnel, c'est que moi-même, j'ai travaillé la sociologie religieuse, non pas au XXe siècle, mais au XIXe siècle. Et l'examen que je tire d'ailleurs de cette évolution du sentiment religieux, c'est que le Concile Vatican II n'a pas provoqué la crise religieuse. Il a été un facteur d'accélération de la crise, mais il n'a pas été le facteur d'origine. Le facteur d'origine, il faut le remonter dans le temps pour expliquer pourquoi aujourd'hui, il y a si peu de chrétiens, si peu de pratiquants, et pourquoi nous assistons aujourd'hui à un effondrement du sentiment religieux en général, et qui se traduit évidemment par l'observation du bassin vocationnel, que ce soit les vocations sacerdotales ou que ce soit les vocations religieuses. Il y a 3 facteurs qui ont été déterminants dans l'effondrement du sentiment religieux et qui expliquent quelque part la crise à laquelle nous assistons. Parce que c'est une crise qui, avant d'être une crise politique exposée concrètement sur le terrain, c'est d'abord une crise de la conscience. Pourquoi vous faites de l'action publique? Dans quel but faites-vous de l'action publique? Mais le chrétien qui mène une action publique, il va le faire non pas pour lui-même, non pas pour l'utilisation ou l'utilitarisme qu'il pourrait en retirer. Le chrétien qui fait de la politique, il fait de la politique pour le bien commun, c'est-à-dire pour la société. Et s'il le fait pour la société, c'est parce qu'il y a un bien supérieur au bien qui est mené sur le terrain. C'est tout simplement le salut des âmes. On ne se livre pas, je dirais, aux soins des autres uniquement parce qu'on veut leur donner, je dirais, la paix dans le corps, dans l'esprit. Non, c'est parce qu'on veut assurer à la personne un salut ultérieur. Et dans ce processus de sortie de la religion, car c'est bien de cela dont il s'agit, il y a 3 événements majeurs. Et je pense que ce sont 3 événements qui sont capitaux dans la compréhension de l'effondrement du sentiment religieux. Parce qu'on ne fait pas de la politique, je le dis, sans qu'il y ait, je dirais, des soubassements. Ces 3 événements se sont déroulés à la fin du XVIIIe siècle et un au début du XIXe. Le premier événement dramatique, qui est beaucoup plus dramatique, il est peu connu, et peut-être certains d'entre vous vont apprendre l'existence de cet événement. Il s'est déroulé en 1786. Il s'est déroulé dans une petite ville d'Italie qui s'appelle la ville de Pistoia, qui se trouve à côté de Gênes, à une centaine de kilomètres de Gênes, à peu près à 200 kilomètres de Rome. Et en 1786 s'est déroulé ce que l'on appelle le synode de Pistoia. On parle de Pistoia en italien ou de Pistoia en français. Et il y a eu un synode délibérément révolutionnaire. Un synode qui, à l'origine, n'avait concerné que le diocèse de Pistoia. À la tête se trouvait un évêque dont le nom est resté dans l'histoire religieuse, qui s'appelait Monseigneur Ricci. À la tête de la cité de Pistoia se trouvait un prince qui s'appelait le prince Pierre-Léopold, qui était en fait le frère de l'empereur du Saint-Empire germanique, qui va lui-même devenir ultérieurement, alors qu'au moment où se déroule ce synode, il était le grand protecteur du diocèse de Pistoia, qui n'appartenait pas aux États pontificaux, et qui est lui-même un libéral. Ricci, l'évêque, est lui-même un libéral. Et nous allons voir un flot de revendications au cours de ce synode que l'on croyait être au départ un synode uniquement réservé à ce diocèse, mais dont la résonance va être universelle. Et parmi, je dirais, les éléments qui ont été au cœur de cette assemblée, il y a notamment la transformation de la liturgie. Pour la première fois, on a parlé de l'utilisation de la langue vernaculaire. Pour la première fois, on a demandé la participation de laïcs qui viendraient
a remplacé l'ordre sacerdotal. On a vu également la mise en cause de la piété populaire. On a vu également la mise en cause de l'autorité pontificale dans son magistère, qui est le magistère universel. Bref, toute une série de dispositions. Et n'allez pas croire que cela est une vue de Bernard Kalbat. Il est vrai que, je le précise, nous sommes, je crois que nous sommes à l'heure actuelle 3 historiens à nous être intéressés au synode de Pistoia, et 2 en particulier à la résonance du synode de Pistoia au Concile Vatican II. Car là devient effectivement intéressant l'étude de ce synode, c'est que au Concile Vatican II, on est revenu sur les propositions du synode de Pistoia. Je ne m'étends pas non plus sur, je dirais, les relations. Retenez simplement qu'il y a eu le synode de Pistoia. Le deuxième événement, c'est la constitution civile du clergé de 1791, parce qu'elle a touché le cœur des institutions. Et puis le troisième événement, mais alors qui est pour moi dramatique, c'est le concordat de 1801. Parce que le concordat de 1801 a touché ce qui est le cœur même des institutions de l'Église, parce que c'est par lui que passe le canot de tous les sacrements, c'est-à-dire qu'en 1801, on a touché au statut de l'évêque, c'est-à-dire du successeur des apôtres. Et je vous fais observer quelque chose, parce que c'est un point qui mérite notre attention pour comprendre la crise. Une crise dont nous-mêmes, les Français, nous sommes les auteurs, mais nous sommes aussi ceux qui ont transporté les erreurs. Vous aurez noté que le concordat de 1801 intervient avant un autre monument qui sera l'œuvre de Napoléon, c'est le Code civil de 1804. Il y a un point commun entre le concordat de 1801 et le Code civil de 1804. Et je partirai d'abord du Code civil, parce que le Code civil, en fait, c'est le monument qui, dans l'histoire de l'humanité, à partir du XIXe siècle, va enregistrer de façon définitive le rejet de la loi naturelle et la prééminence de la loi humaine comme unique source de l'organisation sociale. Le positivisme politique et juridique auquel je faisais référence a été porté par le Code civil de 1804. Quel rapport entre la France et le reste du monde? Mais c'est que le Code civil va être le modèle de la législation de tous les pays du monde. Toutes les révolutions qui ont eu lieu au XIXe siècle en Amérique du Sud sont des révolutions qui sont liées à l'introduction d'une codification sur le modèle napoléonien. Ce code civil va être transporté partout dans le monde, y compris jusqu'en Chine, jusqu'au Japon. Et c'est intéressant d'ailleurs de savoir que même dans le Japon traditionnel médiéval, le code civil s'est imposé, y compris contre la coutume qui était le cœur, je dirais, de l'univers politique des Japonais. Napoléon a effectivement écarté définitivement la loi naturelle, mais il lui fallait aussi, non pas écarter la loi divine, mais au moins de pouvoir la contrôler. Et il savait que dans la France du début du XIXe siècle, le sentiment religieux, malgré la Révolution, était un sentiment qui était partagé encore. Et c'est la raison pour laquelle, avant même de s'occuper de l'organisation politique, il s'est occupé de l'organisation religieuse. Mais en tous les cas, il savait que la dimension religieuse et la dimension philosophique, ces deux couches auxquelles je faisais référence, il fallait absolument les contrôler. Et pour les contrôler, il a mis en œuvre deux monuments. Le Concordat de 1801 est en fait un modèle parallèle au Code civil, parce qu'en fait, le Concordat a posé le principe du positivisme dans l'Église. Et le Concordat a été le début, je parlerai presque du cheval de Troie, dans l'institution ecclésiale, et le début de la crise religieuse ne date pas de 1962, il date de 1801. Certes, le processus a été lent, mais je vous en donne quand même quelques chiffres. En 1789, nous comptons par an
environ 5000 ordinations. Vers 1870, soit à peu près 7 décennies d'application du Concordat, on ne compte plus que 700 ordinations. On n'en compte plus à la veille du Concile Vatican II que 400, on en compte aujourd'hui moins de 100. Quelquefois, on a, dans la rhétorique critique, on attribue toujours au Concile Vatican II, effectivement, la dimension de crise. Non, cette dimension de crise, elle est antérieure. Et le paradoxe, c'est que ce n'est pas la loi de séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire qui écarte le concordat, qui va supprimer ce processus. Au contraire, la loi de séparation de 1905 a accéléré le processus de sécularisation, car au cœur même du concordat de 1801, c'est le processus de sécularisation qui a été introduit. Et je vous fais observer, là encore, que la qualification et la titulature de la France mère de la Révolution s'appliquent bien, c'est que si le Code civil a été le mode et le modèle de la mise en œuvre du système politique, il faut savoir que dans le monde entier, il faut savoir que le Concordat de 1801 est encore aujourd'hui le modèle des accords qui organisent le statut de l'Église dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que sur un concordat foncièrement nocif, on a construit tous les statuts des rapports de l'Église et de l'État dans tous les pays du monde. Les derniers concordats en Italie et en Espagne sont des concordats catastrophiques pour le statut de l'Église et pour, je dirais, pour les membres de l'Église. Cette situation, évidemment, nous permet de comprendre que, à partir de là, eh bien, à partir du désordre introduit sur le plan philosophique et sur le plan ecclésial, eh bien, tout le reste, je dirais, ne fait que suivre. Car l'individualisme, c'est-à-dire ce modèle utilitariste introduit par le rejet de la loi naturelle et par le processus de codification du Code civil français, eh bien, ce modèle-là, nous allons le retrouver dans l'organisation du monde et dans tous les domaines, y compris les relations internationales. Et c'est volontairement d'ailleurs que, pour exposer l'état de crise dans lequel nous vivons, je vais dépasser un tout petit peu le cadre hexagonal français pour m'intéresser à la place de la France dans le concert des nations et dans ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi on peut comprendre, je dirais, la réalité du conflit ukrainien. Parce que la réalité du conflit ukrainien nous fait toucher de près la question de l'ordre naturel et de l'ordre sacré, c'est-à-dire de l'ordre religieux. Il y a aujourd'hui, pour schématiser un tout petit peu l'ordre international, il y a 3 modèles concurrents, c'est-à-dire 3 modèles qui sont portés par des États, dont 2, peut-on dire, sont plutôt des modèles alliés, et puis un 3e modèle qui est un modèle qui se différencie et qui est un modèle qui tente de résister aux 2 autres. Le premier modèle, c'est ce que nous appelons l'internationalisme libéral. C'est un modèle qui a été introduit notamment par les États-Unis. C'est un modèle qui, évidemment, aspire à établir comme règle du jeu le modèle libéral, le modèle capitaliste, et qui entend faire prévaloir notamment le positivisme de l'État américain, et en vue d'ailleurs d'en faire un modèle universel. Ce modèle de l'internationalisme libéral, c'est un modèle qui a été très actif depuis je dirais, la fin de la Première Guerre mondiale. C'est un modèle que les Américains ont d'autant mieux imposé que la politique qu'ils avaient menée jusqu'à la veille de la guerre de 14-18 était un modèle isolationniste, c'est-à-dire un modèle qui effectivement les mettait en retrait.
Mais c'est un modèle qu'ils ont pu activer parce que s'ils ne l'ont pas fait avant la guerre de 14-18, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes connu ce conflit entre deux camps. Le camp des nordistes qui défendait le modèle capitaliste libéral et le modèle sudiste, qui était un modèle qui reposait sur le respect de la loi naturelle. Et ce modèle sudiste a été vaincu. Je vous fais observer d'ailleurs que le 19e siècle est le siècle où les partisans de la loi naturelle ont échoué partout. C'est la défaite des sudistes aux États-Unis, c'est la défaite des carlistes en Espagne, c'est la défaite des légitimistes en France, c'est la défaite de la famille de Habsbourg en Autriche, et tous ces modèles de l'ordre naturel, en fait, ont été laminés peu à peu. Et évidemment, ce modèle américain, c'est le modèle de l'exaltation de la liberté, et en particulier de la liberté de l'homme. Et alors évidemment, ce système-là, il comporte une contradiction qui est majeure, parce que d'une part, les Américains ne cessent d'exalter ce modèle libéral, ce modèle qui veut que l'homme décide de lui-même, mais en même temps, ce modèle qu'ils disent libéral reposant sur la liberté de l'homme, ils entendent l'imposer à tout le monde. Ce qui explique d'ailleurs dans le champ international le fait que, au nom de leur idéal libéral, eh bien, ils sont allés faire la guerre en Irak sans même l'autorisation de l'Organisation des Nations Unies. Ils sont allés faire la guerre en Libye, ils sont allés faire la guerre au Vietnam, ils sont allés faire la guerre en Corée. Et ce modèle-là, qui est un modèle sur lequel d'ailleurs, c'est un modèle qui pose toujours le principe du détachement de la religion. Certes, les Américains ont inscrit Dieu dans la Constitution, mais ça n'empêche pas, de toute manière, que de faire prévaloir ce système libéral. Ça, c'est un système qui a conduit sur le plan économique, ce qui nous a conduit, nous, sur le plan économique, à dépendre uniquement des États-Unis, c'est le processus de la dollarisation, c'est-à-dire de faire du dollar la monnaie unique de l'échange commercial international. Contre lequel, d'ailleurs, modèle contre lequel aujourd'hui d'autres pays tentent de lutter et même de se détacher complètement. Ça, c'est le premier modèle de l'internationalisme libéral. Et puis, il y a un autre modèle qui est en fait le complice du premier, c'est le modèle dans lequel les Français sont inclus. C'est le modèle des États-nations. C'est un modèle qui est sorti au lendemain du traité de Westphalie de 1648, lorsqu'effectivement nous sommes sortis du conflit franco-espagnol des Pays-Bas. Et là, on a essayé d'établir notamment des règles du jeu international. Et ce modèle de l'État-nation, c'est un modèle qui a été exalté au moment de la Révolution française. Et c'est un modèle qui repose sur le fait qu'il s'agit d'établir un élément commun à tous, au détriment, je dirais, des coutumes, des traditions, des usages de groupes qui ont été, de gré ou de force, intégrés dans ce modèle de l'État-nation. Et ce modèle de l'État-nation, je vous fais observer, c'est un modèle que les Français, les Allemands et en particulier les Anglais veulent imposer aujourd'hui à l'Ukraine, car en luttant pour l'Ukraine, en fait, on essaie d'établir artificiellement et fictivement un État-nation que l'on veut détacher d'un autre modèle qui est en fait le troisième modèle dans la vie internationale, c'est l'État civilisationnel. Et cette dimension de l'État civilisationnel, c'est un modèle contre lequel ont toujours lutté depuis le 19e siècle les Anglais à l'égard des Russes. Car la bataille qui se joue en ce moment sur le terrain ukrainien est une bataille qui a des antécédents au XIXe siècle. La guerre de Crimée du XIXe siècle, c'est le règlement de compte que les Anglais veulent régler avec les Russes, car les Anglais sont, peut-on dire, les acteurs de l'économie capitaliste avec les Américains, et il s'agit d'empêcher la Russie, par la guerre de Crimée, de pouvoir rejoindre le bassin méditerranéen et tout le bassin maritime du sud de l'Europe pour empêcher en effet la Russie de pouvoir participer au commerce. Et cet État civilisationnel, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une idée, j'ai envie de dire, vague. Cet État civilisationnel, il repose sur l'idée qu'il n'y a pas une seule
civilisation. D'ailleurs, je vous fais observer une chose dans le vocabulaire utilisé par nos journalistes. Quand ceux-ci aiment à utiliser le terme de civilisation, ils n'utilisent jamais le terme qu'au singulier. Jamais le terme de civilisation au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il s'agit surtout de ne pas admettre d'autres civilisations que le modèle américano-anglais que l'on veut bâtir pour le reste du monde. Et cet état, j'ai envie de dire, civilisationnel, vous le savez, c'est un modèle non seulement étatique mais international qui est aujourd'hui défendu par la Russie, qui est défendu par la Russie, qui est défendu par la Chine, qui est défendu maintenant par, y compris les États africains. Pourquoi les États africains se détachent-ils tant de la France? Mais tout simplement parce que les Africains ont été trahis par la France. Le processus de colonisation, et je laisse tomber la dimension religieuse, qui a été, je dirais, la bienfaisance de la France, mais tout le reste est un échec total. Et l'échec majeur de la présence française, comme de la présence belge en Afrique, c'est d'avoir voulu établir ce modèle capitaliste libéral de l'État-nation à un continent africain dont le rattachement des hommes à la terre n'a jamais été un rattachement à l'État-nation, mais a été un rattachement au groupe ethnique. Donc c'est une erreur fondamentale d'avoir voulu créer des États-nations en Afrique, puisque nous voyons bien qu'ils sont toujours en état de guerre. Même l'Algérie n'a jamais été un État-nation. La Kabylie, c'est un écosystème historique et politique dans l'Algérie qui n'a jamais appartenu à l'identité de cet État-nation qui a été créé. En fait, nous avons mis le désordre partout, pas seulement chez nous, mais nous l'avons mis également chez les autres. Par ailleurs, il y a aussi une dimension que les Européens ne veulent pas entendre. C'est que le modèle russe, ce n'est pas le modèle russe pour être russe. C'est un modèle qui est d'abord d'appartenance à la civilisation slave. Et cette dimension identitaire de la civilisation slave, c'est ce que ne veulent pas entendre les Occidentaux. D'ailleurs, il est clair que les Anglais ont toujours lutté contre le continent slave. C'était aussi, j'ai envie de dire, le leitmotiv du régime national-socialiste, supprimer le modèle civilisationnel slave. Et ce modèle slave, c'est un modèle qui est totalement incarné, qui est le contraire du système libéral dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce que le modèle slave est un modèle qui s'enracine notamment dans une dimension que nous ne connaissons plus, qui est la dimension sacrée. Il n'y a pas de politique dans ces pays-là sans que la dimension sacrée soit inscrite. Inscrite, j'ai envie de dire, dans les mœurs, dans la morale, c'est-à-dire l'ordre de vie des peuples qui y vivent. Et il est évident que dans cet état des lieux, la Russie a joué un rôle déterminant parce que Moscou a été la capitale qui a préservé depuis plusieurs siècles l'orthodoxie. Et cette dimension d'ailleurs de la place de Moscou dans la civilisation slave, elle est exprimée dans une formule, un dicton de Serbe. La Serbie qui appartient à ce monde slave. Les Serbes disent toujours, ils utilisent cette expression, ils disent au ciel Dieu, sur la terre la Russie. Et cela explique d'ailleurs la position de la Serbie aujourd'hui. Et cette dimension slave, elle a été défendue par tous les philosophes. Il n'y a pas un seul Russe aujourd'hui, un seul philosophe russe. Évidemment, j'écarte ceux qui peuvent être libéraux, mais il n'existe pas un seul philosophe qui ne défendra pas cette dimension slave de la civilisation. Ce qui veut dire qu'il y a une incarnation du sacré. Solzhenitsyn en est l'expression, mais Alexandre Douguine l'est aussi. Et si vous lisez la littérature de Zakhar Prilepine, celui qui a été l'objet d'un attentat il y a quelques jours, mais qui est un homme de lettres tout à fait admirable, qui a été l'objet d'un attentat par des terroristes ukrainiens, eh bien, vous ressentez cette dimension. Et cette dimension, alors on nous dit, mais Poutine utilise
instrumentalisé. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est inscrit dans l'ADN de ces peuples slaves. Et ces peuples, voilà. Et dans le conflit en Ukraine, se joue en effet le combat entre deux modèles de civilisation. Le modèle libéral capitaliste imposé par les Américains, et les Américains iront jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils imposeront la guerre aux Ukrainiens en les obligeant à faire la guerre, même si ceux-ci n'ont plus les moyens. Et puis vous avez le modèle de l'État civilisationnel qui n'est pas un modèle impérial. Les Russes n'ont pas du tout l'intention de créer un espace vital russe, pas du tout. Ils vont créer cet espace slave. Et il y a d'ailleurs une dimension qu'on ne mesure pas en Europe. C'est cette dimension du bien commun. C'est-à-dire pourquoi les Russes, en fait, suivent. Les Occidentaux sont là, aveuglés par ce que les médias leur disent à propos de l'Ukraine, et en disant, mais c'est pas normal, ça bouge pas en Russie, ils ne se révoltent pas. Mais c'est que le slave, par nature, il a toujours un objectif. C'est le bien commun de la nation. L'occidental, celui qui vit dans notre Europe, lui, il ne vise que le bien particulier, son intérêt particulier, son argent particulier. Le bien commun ne l'intéresse pas en soi. Et je vais même vous dire, ajouter une dimension que les Occidentaux ignorent. Il y a une dimension de comportement chez les Russes, et je terminerai par là, parce que je vois que l'opérateur me signale que c'est bientôt la fin, mais cette dimension, elle illustre parfaitement la nature de la crise qui est en France. C'est ce que les Russes appellent la nostrité. Quand nous disons, moi, je vais aller me promener avec ma famille, les Russes ne disent pas « moi, je vais me promener avec ma famille ». Ils disent « nous et ma famille, nous allons nous promener ». Cette dimension de nostrité, c'est-à-dire du « nous » qui prévaut sur le « moi », eh bien, c'est le cœur même de la crise que nous vivons, c'est-à-dire d'une société capitaliste française totalement alignée sur le modèle américain face à un autre modèle qui est le modèle communautaire du bien commun. Et il s'agit bien d'un choc de civilisation, la civilisation occidentale et capitaliste face à d'autres civilisations, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient turques, qu'elles soient iraniennes ou qu'elles soient russes. Et vous avez là les clés partielles de la compréhension de notre crise. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci, Monsieur Kalbat. Je n'ai pas oublié le thé cette fois-ci. C'est passionnant de nous ramener à des questions plus holistiques au lieu de nos petits problèmes quotidiens. Vous avez su ramener le débat à des auteurs dont on n'a plus l'habitude. Donc un grand merci pour ça, c'était passionnant. Je commencerai peut-être par une question faussement taquine. J'ai une question d'un des auditeurs que je trouve assez intéressante. Vous balayez les grands mouvements historiques. Nous semblons dans l'inertie des États-Unis. Pensez-vous que le salut viendra d'Orient? Vous l'avez déjà développé, mais c'est intéressant de synthétiser. Le secours viendra d'où? Le salut, est-ce que le salut viendra d'Orient? Ah, alors, je ferai simplement une observation historique. Dans les périodes de crise du monde occidental, il y a eu un déplacement vers l'Orient. Je veux dire par là que Rome a été le centre du monde occidental, non seulement parce qu'il a été le centre de l'Empire romain, mais aussi parce qu'il a été, je dirais, le modèle de la centralité religieuse à travers le christianisme. Lorsque la crise, et ça c'est intéressant, votre question elle est très intéressante parce qu'elle nous fait toucher de près une donnée qui est, j'ai envie de dire, qui fait peut-être partie de la culture, mais qui sera déterminante dans quelque temps. À savoir que lorsque Rome a été dans une séquence de décadence, le modèle romain s'est déplacé à Constantinople. Ce modèle-là, à Constantinople, nous l'avons appelé la Nouvelle Rome. Et comme par hasard, et ce n'est pas un hasard bien sûr, c'est que ce modèle de la loi naturelle que les Romains avaient mis en œuvre dès les 2e, 3e siècles,
modèle qui s'est effacé au moment des invasions du IVe et Ve siècle. Ce modèle a été préservé, il a été transporté à Constantinople. Et c'est là que s'est joué l'âge d'or de la science juridique romaine, avec au VIe siècle le fameux Corpus Juris Civilis de Justinien. Et ce que vous dites là, le salut venant de l'Orient, c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, d'où peut venir le salut? Il ne peut venir que, objectivement, d'une cité, d'un modèle étatique qui accepte de reprendre à son compte le seul modèle qui est normalement fonctionné depuis 2000 ans, c'est-à-dire le modèle juridico-politique romain. Or, aujourd'hui, la cité qui a accepté de prendre l'héritage romain, celui de la protection de la religion, celui de la défense de l'ordre naturel, c'est Moscou. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, mais le temps d'appréciation mériterait ce qu'on appelle la longue durée, on n'en est qu'au début. Mais je suis convaincu que, en effet, dans cette période transitoire, qui sera peut-être une séquence historique inédite, mais ça j'en suis convaincu, comme je suis convaincu que, de toute manière, c'est la Russie qui va l'emporter en Ukraine, eh bien, je pense que Moscou, en effet, est peut-être de nouveau, est devenu la nouvelle Constantinople ou la nouvelle Rome, en tout cas, qui nous préserve effectivement de cette protection, je dirais, du droit naturel, parce qu'on ne peut pas faire de la politique, en tout cas d'une politique chrétienne, s'il n'y a pas je dirais, une préservation de cet ordre de la nature. Il ne faut pas s'étonner. Les Occidentaux ne comprennent rien au discours de Poutine devant la Douma. Quand il indique qu'il veut la protection de la famille traditionnelle, ce n'est pas pour flatter le Russe en soi. Ce n'est pas pour faire le mépris de la société occidentale. C'est parce qu'il en est profondément convaincu. Profondément convaincu. Et je pense qu'il y a un déplacement vers l'Orient. Et quand vous dites l'Orient, je ne veux pas seulement m'arrêter au modèle civilisationnel russe, c'est aussi le modèle civilisationnel iranien. C'est aussi le modèle civilisationnel turc. Et au risque de choquer peut-être nos auditeurs, mais il est préférable que le candidat Erdogan l'emporte, parce que le candidat Erdogan en Turquie n'est pas le candidat des États-Unis. Et ça, c'est plutôt rassurant. Merci beaucoup. Nous sommes face à des grands mouvements. C'est effectivement passionnant. Exactement. Si vous voulez soutenir cette chaîne, nous vous invitons à vous abonner, à partager. Si vous voulez faire vivre des contenus intelligents, vous êtes obligé de participer. Nous vous remercions grandement. Nous remercions d'ailleurs MrVon69, 68, j'ai une déviance, excusez-moi, pour son 7e mois d'abonnement. Et une question de ce dernier. Que pensez-vous de l'actuel résident du siège de Saint-Pierre? Écoutez, ça c'est une question piège. C'est une question piège, évidemment. Je pense que Rome n'est pas étranger à tous les mouvements d'idées qui parcourent la civilisation européenne depuis le XIXe siècle. Je pense qu'il y a même une espèce de mouvement de l'intelligence romaine qui a été très sensibilisé aux idées modernes, à la modernité politique, à la modernité juridique. En tant que catholique, à titre personnel, je n'ai pas, je n'ai pas eu à commenter directement les œuvres du pape François. Il est certain que l'ambiguïté, je pense, du magistère pontifical découle, je dirais, d'un point de vue médiatique, par le fait que les interventions publiques du pape François n'ont pas toujours été très à droite, à savoir que ces déclarations déplacées parfois dans une allocution, dans un couloir d'un avion au retour d'un voyage où lui-même n'avait pas toujours la même force physique, ces déclarations-là
qui ont été comme frappés d'une infaillibilité attachée au ministère pétrinien, ces déclarations ont laissé plus que songeurs, je pense, les fidèles. Ensuite, je ne suis pas sans ignorer l'état, je dirais, du cadre liturgique qui est celui de l'Église. Je fais simplement observer que l'Église, et ce n'est pas seulement le pontificat actuel, mais c'est quelque chose qui est perceptible depuis le XIXe siècle, c'est que ce que nous avons appelé le positivisme politique pour la société politique à partir du XIXe siècle, eh bien, c'est un processus qui est visible, perceptible, y compris dans la société ecclésiale. Et ça a une incidence très grande parce que dans le modèle ecclésial des sources hiérarchiques qui commandent le peuple de Dieu, eh bien, il y a un ordre qui est intangible. Le droit divin, le droit ecclésiastique, la coutume, la tradition, etc. Or, on a observé évidemment que la loi humaine, celle qui a donné naissance au positivisme mortifère de la société libérale, eh bien, ce positivisme existe aussi dans l'Église. La relativité que l'on met aujourd'hui, notamment dans la morale, est un fait qui traduit la pénétration de ce positivisme libéral, y compris dans les institutions ecclésiales. Ce n'est pas propre au pontificat actuel, c'est un processus qui s'est dessiné depuis le XIXe siècle. Merci beaucoup. Une question de Chandodo. Reprendriez-vous à votre compte l'idée de front de la foi? Les quoi, les L'idée de front de la foi. D'offrande de la foi? Excusez-moi, je reprends. Je m'excuse auprès du monteur Oui. qui va faire un peu de découpage. Reprendriez-vous à votre compte l'idée de front de la foi? Alors, je ne sais pas dans quel sens la formule est utilisée. Je pense que l'idée, c'est que toutes les religions traditionnelles peuvent s'unir face à Mammon, entre guillemets, pour reprendre une terminologie. J'aurais simplement une réponse. Alors, je comprends, merci beaucoup de la précision. Je comprends mieux la question. En fait, on peut considérer que dans ce mouvement des idées, en particulier de ce mouvement des idées libérales, qui tente à mêler le vrai et le faux, le bon et le mauvais, l'erreur et le juste. Il est évident que la tentation libérale est de mettre sur un pied d'égalité tout. Et cette tentation, effectivement, a pénétré jusque dans les institutions ecclésiales, jusqu'à considérer, en effet, que toutes les religions, d'abord, peuvent avoir un statut identiques et, par voie de conséquence, peuvent être elles-mêmes des voies de salut. Et je vous fais simplement observer que si ce processus-là a connu, je dirais, des aboutissements dans certains textes ecclésiaux du XXe siècle, le premier document qui effectivement a mis en lumière l'alignement de toutes les religions, c'est le Concordat de 1801 de Napoléon, puisque c'est la première fois dans un texte traité international entre l'Église catholique et un État qu'a été légiféré le principe, parce que c'est une loi, a été légiféré le principe que la religion catholique avait autant de droits que la religion protestante ou le culte juif. Et cette mise à égalité a été l'œuvre du pape Pie VII. Et évidemment, cet alignement, on est dans la contradiction, je dis bien dans la contradiction du système libéral lui-même, c'est-à-dire à la fois il reconnaît tout le monde, mais en même temps, comme il ne veut pas reconnaître la prééminence du fait religieux sur la liberté de l'homme, il introduit de suite dans ce mouvement libéral et de pseudo-égalité des religions, il introduit en même temps le principe de la neutralité, en disant « mais moi je suis neutre ». Et la neutralité sera imposée à tous. Le vocable utilisé, c'est le vocable de la fameuse
laïcité. Et donc le système libéral n'est pas au bout de sa propre contradiction, mais en même temps, on voit bien qu'il porte en lui-même la déclinaison totalitaire qui lui permet de contrôler tout le monde. Et ce qui est étonnant, c'est que ce processus-là a été non seulement subi, mais il a été accepté, y compris par les autorités ecclésiales et parfois même les plus hautes autorités de l'Église. On va redescendre un petit peu avec deux questions plus prosaïques, enfin même les dernières vont être plus prosaïques aussi. Une question de KP491 qui permet une clarification. Le capitalisme se base sur le gain individuel plutôt que sur le gain commun. Est-ce que le capitalisme est intrinsèquement mauvais? Alors, c'est toujours une question je dirais, de contenant et de contenu. C'est-à-dire que mettons sous le vocable de capitalisme, comme d'ailleurs que mettons sous le vocable de libéralisme. Et si je ne prenais d'ailleurs que le second mot, qui souvent est associé au premier, capitalisme, libéralisme, je ferais simplement observer que ceux qui ont été appelés les libéraux au XIXe siècle étaient les défenseurs de la liberté pour l'Église catholique. On voit que le mot a changé. Quant au terme de capitalisme, je pense que ce qui importe au point de départ, c'est de savoir quelle est la nature de ce concept et quelle est sa portée. Parce qu'on peut fort bien imaginer des échanges économiques dans un système, je dirais, de confrontation des activités commerciales, sans pour autant perdre de vue la dimension du gain commun. Le capitalisme, nous savons, je veux dire que le capitalisme qui repose sur l'usage de la monnaie, de la transformation de la monnaie et de l'échange de la monnaie, qui introduit en même temps la production et l'échange des biens économiques, ce n'est pas un fait propre au système, j'ai envie de dire, libéral capitaliste. Tout simplement parce que le modèle des échanges, c'est un modèle d'organisation sociale, il n'a pas de caractère ni de droit divin, ni de droit naturel, c'est un modèle d'organisation sociale. Ce qui doit nous interroger lorsqu'on parle du capitalisme, c'est de savoir quelle est l'ordination que nous faisons du modèle économique des échanges. Est-ce que c'est un modèle que nous introduisons pour l'enrichissement et l'intérêt individuel de chacun, ou est-ce que nous revenons à cette idée qui est fondatrice de la société civile, c'est-à-dire l'ordination à la loi naturelle, c'est-à-dire de donner ce qui est juste, c'est-à-dire de donner ce qui est dû à chacun, et non pas, dans le modèle capitaliste libéral, de donner à celui qui est le plus fort. Et donc, il y a une différence, je dirais, dans la portée que l'on veut bien donner au modèle capitaliste, parce que le modèle des échanges économiques, ça appartient à l'organisation générale des hommes. Les hommes échangeront toujours pour le commerce. Et donc, si vous fixez un but qui est effectivement un but qui ne prend pas en compte ce qui est juste et le bien commun, alors vous êtes dans un modèle capitaliste libéral. Je préfère l'expression effectivement de modèle libéral capitaliste parce qu'il fixe bien le rapport qu'il y a entre les modernes qui effectivement mettent en avant la dimension individuelle et individualiste de la vie à l'intérieur de la cité, et puis tous ceux qui veulent défendre le modèle communautaire, parce que concernant les échanges, si on veut utiliser le mot capitalisme, on observera que les confréries d'Ancien Régime, en particulier les confréries de métier, participaient à l'échange économique. Mais ce qui fait la différence, c'est que les confréries qui participaient à l'activité économique, et c'était inscrit dans les statuts même des confréries, en fait participaient au bien commun, et il y avait toujours cette ordination. Je ne dis pas que c'est une exigence pour les temps modernes, je ne dis pas, mais il y avait cette ordination au bien supérieur qui était le salut des personnes, et il fallait assurer le bien commun en vue du bien supérieur. Je ne suis pas sûr, même je suis assez convaincu, que le capitalisme moderne n'est pas ordonné à cette dimension du bien commun.
Nous avons encore de nombreuses questions, mais l'heure tourne. Donc malheureusement, je vous pose une dernière question. Gardez vos questions pour une prochaine fois. Nous serions très contents de revoir Monsieur Kalbat, notamment pour Palais Rugby. C'est une chose légère. Nous pourrons en parler, hein, puisqu'on a échangé quelques mots juste avant le début de l'émission. Et je rappelle que le rugby est donc un sport du bien commun, puisqu'on ne fait pas le mariole dans une équipe de rugby, c'est toute l'équipe qui joue, alors qu'au football, c'est un peu différent. Mais j'écoute votre dernière question. Voilà, pour ma dernière question, pour mettre les spectateurs en joie, dans le grand dessin, le temps long que vous nous avez dessiné, qu'incarne pour vous la Macronie? Alors moi, je pense que la Macronie, c'est vraiment, pour le coup, le modèle parfaitement accompli du libéralisme. C'est-à-dire de se laisser aller, de ce mépris d'abord pour la personne humaine. Ça, c'est le point de départ, c'est d'abord le mépris de la personne. C'est-à-dire le mépris dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait, ce mépris qui d'ailleurs s'est exprimé très tôt, lorsqu'il a été à l'Élysée en 2017, lorsqu'il avait, et peut-être certains s'en souviennent, il avait interpellé une personne qui lui disait que effectivement, il ne trouvait pas de travail, et il avait répondu, vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver un travail. Et cet homme-là, il incarne d'abord le mépris de la personne, il incarne ce mépris notamment dans ce à quoi il se livre aujourd'hui, c'est-à-dire la reconnaissance prochaine de l'euthanasie, c'est-à-dire que la notion de dignité de la personne est une notion qui lui est complètement étrangère. Il est d'ailleurs étonnant que dans ce débat, il y a un silence, mais un silence impressionnant des autorités ecclésiales sur ce sujet, parce que c'est notre devenir qui est en cause. Et en plus, il incarne parfaitement le modèle du libéral capitaliste, car je voudrais rappeler quand même que cet homme qui s'est prévalu de ses qualités de banquier en relation avec les entreprises à la banque Rothschild, je voudrais quand même préciser que cet homme, lorsqu'il était banquier, ne s'est jamais occupé du redressement des entreprises. Non, il a toujours été le spécialiste, notamment des transferts de capitaux, de rachats, mais il n'a jamais eu pour fonction de s'occuper du redressement des entreprises. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais véritablement connu la vie économique. Et pour moi, c'est vraiment le modèle accompli de cette gauche et de cette droite libérale. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les uns et les autres se retrouvent dans ce modèle. Il est le modèle de l'incarnation du positivisme juridique, c'est-à-dire on remet tout, soit à des experts, soit devant le Parlement. C'est la raison pour laquelle ils ont tant utilisé le 49.3 pour pouvoir témoigner que c'était bien le Parlement qui était en dernier ressort celui qui décidait. Et nous sommes dans un processus vraiment final d'accomplissement total de cette idéologie libérale. Et il n'est pas étonnant non plus que cet homme soutienne un modèle du capitalisme pervers qu'est M. Zelensky. Ces deux hommes se ressemblent parfaitement, c'est-à-dire vraiment des modèles de libéraux capitalistes. Et avec, on le voit bien, quand j'ai parlé de l'indignité qu'ils portaient à la personne, mais nous y sommes. La marchandisation du corps des femmes dans le cadre de la GPA-PMA n'est qu'une question de temps, elle est déjà admise et personne n'a jamais condamné en Occident d'ailleurs le commerce dont l'Ukraine était le fer de lance en matière de PMA et de GPA. Le tout marchand n'est pas l'apanage des grands bâtisseurs. Monsieur Kalbat, un immense merci pour votre venue. Nous espérons. C'est moi qui vous remercie, je remercie tous les auditeurs. Nous espérons que le débat vous a passionné. Si vous entendez cela sur YouTube, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre Twitch pour pouvoir poser vous-même vos questions. Les invités sont toujours contents de pouvoir y répondre. Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée, aux Twitchers, aux YouTubers et à Monsieur Kalbat. Un grand merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.